glace. Tout est propre, ordonné, net. Le silence même est un silence frais, reposant, ombreux. Si vous avez soif, on vous apporte sur un plateau une bonne boisson glacée, orangeade ou citron pressé dans un verre de cristal où les petits glaçons font, lorsqu'on les remue, un tintement joyeux à lui seul rafraîchissant. Mais chez les pauvres, c'est tout autre chose. Avec les premiers jours de chaleur, une température suffocante s'installe dans les petites pièces étouffantes et ne s'en va plus. Voulez-vous boire au robinet de la cuisine, l'eau qui coule est chaude comme du bouillon. On ne peut plus bouger dans la maison. Il semble que tous les objets, meubles, vêtements, ustensiles, aient augmenté de volume et ne vous laissent plus de place pour respirer. Tout le monde est en bras de chemise, mais les chemises sont sales et sentent fort. Si vous fermez les fenêtres, vous suffoquez car l'air nocturne n'a pu rafraîchir ces 2 ou 3 pièces où dorment 6 personnes. Si vous les ouvrez, alors le soleil vous inonde à se croire dans la rue, et tout a une odeur de métal brûlant, de sueur et de poussière. Avec la chaleur, les caractères s'échauffent. Je veux dire qu'on devient querelleur. Mais le riche, s'il est pris à partie, n'a qu'à se réfugier dans le fond de l'appartement, 2 ou 3 pièces plus loin. Les pauvres, au contraire, restent nez à nez, devant leur assiette grasse et leur verre sale, ou bien alors ils quittent la maison. Un de ces jours-là, après une belle scène avec toute ma famille, avec ma femme parce que la soupe était trop salée et bouillante, avec mon beau-frère parce qu'il soutenait ma femme et que, à mon avis, il n'en a pas le droit, étant chômeur et à ma charge, avec ma belle-sœur parce qu'elle me défendait, et cela m'horripile car elle le fait par coquetterie, étant amoureuse de moi, avec ma mère parce qu'elle tenait à me calmer, avec mon père parce qu'il protestait et voulait manger en paix, avec ma petite fille même parce qu'elle s'était mise à pleurer. Je me levai brusquement, pris ma veste sur le dossier de ma chaise et déclarai tout uniquement: savez-vous ce qu'il y a de neuf? Il y a que vous m'ennuyez tous. Je vous reverrai en octobre à la fraîcheur. Et je sortis. Ma femme, la pauvre petite, courut derrière moi et, penchée au-dessus de la rampe de l'escalier, me cria qu'il y avait de la salade de concombre que j'aime tant. Je lui répondis qu'elle mange ma part, et je descendis dans la rue. Nous habitions via Ostiens. Je traversai la chaussée et, machinalement, me dirigeai vers le pont de fer, où se trouve le port fluvial de Rome. Il était 2 heures, le moment le plus chaud de la journée. Un ciel de sirocco, livide et noir comme un œil poché. Arrivé au port, je m'accoudai au garde-fou métallique. Il brûlait. Le Tibre, encaissé entre les quais, semblait, avec sa couleur fangeuse, au fond des murailles obliques, un égout à découvert. Le gazomètre, qui avait l'air d'un squelette demeuré debout après un incendie, les hauts fourneaux des usines à gaz, les tours des silos, les tubes des réservoirs à pétrole, les toits aigus de la centrale thermoélectrique bouchaient l'horizon de telle sorte qu'on se serait cru en quelque ville industrielle du Nord plutôt qu'à Rome. Je restai un moment à regarder le Tibre, étroit et jaune, avec une péniche chargée de sacs de ciment amarrés au bord du quai, et j'eus envie de sourire en pensant que cette rigole s'appelait port, comme les ports de Gênes et de Naples foisonnant de navires de toute grandeur. Si je voulais vraiment prendre le large, je pourrais tout de même, en partant de ce port, arriver à Fiumicino juste à temps pour manger une friture de poisson en regardant la mer. Finalement, je me secouai, traversai le port et me dirigeai vers certains terrains qui se trouvent de l'autre côté du Tibre. Bien que j'habitasse dans le voisinage, je n'étais jamais venu ici et allé au hasard. Je pris d'abord une route goudronnée, normale, bien qu'entre des champs nus parsemés d'immondices. Puis la route devint un chemin de terre, et les immondices formèrent de grands tas, presque des petites collines.
J'étais certainement arrivé à l'endroit où se déchargent toutes les ordures de Rome. Pas un seul brin d'herbe, on ne voyait que vieux papiers, boîtes rouillées, trognons de légumes, détritus, tout cela dans une lumière aveuglante et une puanteur acide de choses pourries. Je me sentais perdu, désorienté, comme lorsqu'on n'a plus envie d'aller de l'avant ni de retourner sur ses pas. Tout à coup j'entendis appeler « Psst, psst », comme on appelle un chien. Où était-elle, cette bête? Je me retournai, pas de chien en vue, bien qu'un tel lieu, avec tous ses rogatons, soit fait pour des chiens errants. C'était donc moi qu'on appelait, et je regardai dans la direction de la voix. Je vis alors, adossée à un amas de décombres, une minuscule baraque que je n'avais pas encore aperçue, croulante avec un toit de tôle ondulée. Une fillette blonde, 8 ans peut-être, se tenait sur le seuil et me faisait signe d'entrer. Je la regardai. Elle avait un visage pâlot et sale, et des yeux cernés de mauve, comme une femme. Ses cheveux pleins de fétus de paille, de bourre et de poussière lui faisaient une grosse tête, hérissée comme un nid. Quant à son vêtement, un simple sac de chanvre percé de 4 trous, 2 pour les bras, 2 pour les jambes. Comme je me retournai, elle m'appela. « Tu es peut-être docteur ?» ?»« Non, répondis-je. »« Pourquoi? Tu as besoin d'un docteur ?» ?»« Parce que si tu es docteur, poursuivit-elle, il faut venir. Maman est malade. » Je ne voulus pas insister et lui démontrer que je n'étais pas médecin, et j'entrai dans la baraque. Tout d'abord, je crus être dans un bric-à-brac, comme à Campo di Fiori. Tout était suspendu au plafond, vêtements, bas, souliers, ustensiles, torchons. Puis je compris que c'était là l'équipement de la maison, pendu à des clous, faute de meubles. Baissant la tête sous toutes ces penderies, je tournai à gauche et à droite, cherchant la mère, mais d'un geste presque furtif, la petite m'indiqua un tas de chiffons dans un coin. Je regardai mieux et m'aperçus que cet amas informe me fixait d'un œil brillant, l'autre œil étant caché par une mèche de cheveux gris. Je fus frappé de cet aspect. On eût dit une vieille femme, et pourtant elle devait être jeune. À ma vue, elle dit « Eh bien, à moins d'être mort, on se retrouve toujours. » La petite se mit à rire comme si une scène divertissante allait se dérouler. Puis elle s'accroupit pour jouer avec de vieilles boîtes de conserve. « Mais je ne vous connais pas, dis-je. De quoi souffrez-vous? Et cet enfant, elle est à vous. » « Naturellement, et à toi aussi. » La petite, tête baissée, eut de nouveau un rire étouffé. Je crus à une plaisanterie. C'est peut-être bien ma fille, mais c'est aussi sûrement celle d'un autre. Non, fit la femme en se levant à demi et me montrant du doigt. Elle est vraiment ta fille, ta vraie fille, gréviste, feignant, poltron, bon à rien que tu es. La fillette riait de bon cœur comme si elle s'était attendue à ces injures. J'étais froissé. Tu en as une façon de parler. Je t'ai déjà dit que je ne te connaissais pas. Ah, tu ne me connais pas. Mais tu es revenu. Si tu ne me connais pas, comment as-tu fait pour trouver le chemin de la maison? Poltron, bon à rien, chantait la petite à mi-voix. Et me voilà tout en sueur, un peu à cause de la chaleur suffocante, un peu par angoisse. Je passais par hasard, dis-je. Ah oui, pauvre type. Elle se tourna vers la fillette et lui ordonna. Donne-moi le sac. La petite alla vivement détacher du plafond une vieille bourse de velours noir toute sale et déchirée et la remit à sa mère. Elle l'ouvrit, en tira une feuille et dit « Voilà notre certificat de mariage. Proireti Elvira, épouse Rapelli Ernesto. N'iras-tu encore, Rapelli Ernesto? » Et je m'appelle Ernesto. J'en fus frappé et dis un peu troublé. Mais je ne suis pas Rapelli. Non, la fillette chantonnait Ernesto, Ernesto, et la femme se mit debout
ses cheveux gris et ses rides, et bien qu'elle fût édentée, on voyait qu'elle n'avait guère plus de 30 ans. Non, tu n'es pas Rapelli. Les poings aux hanches, elle vint sous ma figure, me dévisagea et cria. Tu es Rapelli, devant Dieu et devant les hommes, tu es Rapelli. Je vois, dis-je, je vois que tu ne vas pas bien. Si tu permets, je vais m'en aller. Doucement, minute, pas si vite. Pendant ce temps, la fillette, au comble de la joie, dansait autour de nous. La femme reprit, sarcastique. Ernesto, le grand Ernesto, qui plante là sa femme et s'enfuit de chez lui et ne donne plus signe de vie pendant 1 an. Mais sais-tu comment nous avons pu vivre, moi et cette gamine, pendant cette année où tu es parti? Je ne sais pas, dis-je brusquement, je ne veux pas le savoir, laisse-moi m'en aller. Dis-lui, toi, cria-t-elle à la petite, dis-le-lui de quoi nous avons vécu, dis-le à ton père. De charité, dit la fillette toute joyeuse, d'une voix chantante et venant à son tour sous mon nez. J'avoue que je commençais pour de bon à me sentir troublé. Toutes ces coïncidences, le nom d'Ernesto, le fait que moi aussi j'étais parti de la maison, que j'avais également une femme et une fille, me donnaient l'impression de n'être plus moi-même, et en même temps de l'être d'une façon tout autre que d'habitude. La femme, cependant, me voyant décontenancé, me hurlait à la face. Et sais-tu ce qui attend celui qui abandonne le toit conjugal? La prison. As-tu compris, délinquant? La prison. Cette fois j'eus peur et, sans parler, je me tournai vers la porte pour m'échapper. Mais du seuil, quelqu'un nous regardait, une petite femme fluette, pauvrement mais proprement vêtue. Elle me dit, me voyant tout égaré, « Ne faites pas attention, elle a l'idée fixe de reconnaître son mari dans tous les hommes, et sa maligne de fille attire exprès les passants chez elle pour le plaisir d'entendre sa mère hurler et faire des folies. Attends que je t'attrape, vilaine sorcière. » Elle fit un geste comme pour gifler la fillette, mais celle-ci, rapide, l'évita et commença à sauter autour de moi en répétant gaiement. « Tu y as cru, dis la vérité, tu y as cru, hein, et tu as eu peur, tu as eu peur, tu as eu peur. » Elvira, cet homme n'est pas ton mari, dit la femme tranquillement. Aussitôt, comme si elle était convaincue, Elvira retourna se pelotonner dans son coin. Sans plus s'occuper de moi, la femme alla au fond de la baraque et se mit à remuer quelque chose sur le fourneau. « C'est moi qui leur fais à manger, expliqua-t-elle. C'est vrai, elles vivent de charité, mais le mari ne les a pas abandonnées, il est mort. » J'en avais assez. Je pris un billet de 100 livres dans mon portefeuille et le donnai à la petite, qui le prit sans un remerciement. Puis je sortis et refis le chemin parcouru, le chemin de terre, la route goudronnée, le pont et jusqu'à la rue Ostiens. Chez moi, à côté de la chaleur de la baraque, je crus entrer dans une grotte. Certes, notre mobilier était modeste, mais il valait mieux que les clous auxquels ces malheureux suspendaient leur harde. Dans la cuisine, le couvert était enlevé, mais ma femme alla chercher la salade de concombre qu'elle m'avait réservée et que je mangeais avec du pain, tandis que je la regardais, elle, debout devant l'évier, qui lavait les assiettes et les couverts. Puis je me levai, lui donnai par surprise un baiser dans le cou, et ainsi nous fîmes la paix. Quelques jours plus tard, je racontai à ma femme l'histoire de la baraque, et je décidai d'y retourner afin de voir si l'on pouvait faire quelque chose pour l'enfant. Désormais, je n'avais plus peur d'être pris pour Ernesto Rapelli. Eh bien, le croiriez-vous, je ne trouvai ni la baraque, ni la femme, ni la fillette, ni cette autre femme fluette qui leur faisait à manger. Pendant 1 heure, je tournai autour des amas de détritus, et puis je revins à la maison, déconfit. Depuis lors, je pense que je n'ai pas su retrouver le chemin. Ma femme prétend au contraire que c'est moi qui me suis inventé cette histoire, dans mon remords d'avoir pensé à l'abandonner.